mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à la troisième conférence du cycle Diaspora et démocratie, les voies d'action. Nous sommes Liliane de la Bobes, enseignante universitaire, Luisa Rojas, qui est musicienne et enseignante en musique, et Andreina Garcia Reyes, géophysicienne, les trois originaires du Venezuela et résidentes en France. Et avec vous, nous participons à cette initiative visant à créer un espace d'échange pour renforcer notre rôle dans une société démocratique et inclusive. Pour cette occasion spéciale, nous accueillons Hélène Dacor, Luisa Rojas et Laure Sichel, qui vont discuter de leur action en faveur de la démocratie. Alors, nous vous rappelons l'importance de maintenir et de faire vivre ces espaces de discussion sur la démocratie, particulièrement dans les contextes actuels. Votre participation dans la discussion elle est essentielle pour nourrir ces échanges et renforcer notre réflexion collective. Alors, concernant le déroulement de la conférence, nous vous rappelons notre règle primordiale, maintenir le respect et la courtoisie dans toutes nos interactions. Il est essentiel que chacun se sente libre de partager et participer dans des conditions optimales. Chaque intervenant aura 20 minutes pour présenter, suivi de 30 minutes de discussion à la fin des trois interventions. Nous vous invitons à participer et poser vos questions en espagnol, en français ou en anglais dans le chat. Vous pouvez également activer les sous-titres traduits du français vers l'espagnol dans les paramètres si vous modifiez les paramètres des langues sur l'application Teams. Pour finir cette introduction, nous vous invitons à suivre notre compte Instagram et notre chaîne YouTube et à partager notre contenu pour une plus large diffusion. L'enregistrement de cette conférence sera disponible sur YouTube. Il sera accompagné de sous-titres en espagnol. Et pour recevoir une invitation à la prochaine conférence par mail, vous pouvez remplir le formulaire qui est accessible via les liens qu'on va les partager dans les chats. Avant de conclure cette introduction, on va la présenter aussi en espagnol et puis on va introduire chaque intervenante. Vous sachez que dans le programme, nous avons l'ordre des interventions, c'est Hélène D'accord, ensuite Luisa Rojas et puis Laure Sichel. Merci beaucoup. Estimados públicos y distinguidos ponentes, es un honor darles la bienvenida a la tercera conferencia del ciclo Diáspora, Democracia, las vías de acción. Permítanos presentarnos. Somos Andreina García Reyes, geofísico, ciudadana venezolana francesa, Luisa Rojas, músico y profesora venezolana, y yo, Milian de la Bogas, profesora universitaria venezolana. Las tres residenciadas en Francia. Junto con ustedes hacemos parte de esta iniciativa cuyo objetivo es el crear un espacio de intercambios de ideas, conocimientos desde el cual podamos explorar y fortalecer nuestro papel en la construcción de una sociedad más democrática e inclusiva. En esta ocasión tan especial nos acompaña Hélène Dacor, Luisa Rojas y Laure Sichel, quienes nos hablarán de sus acciones en defensa de la democracia. Sus mensajes y nuestra participación en la discusión contribuirán a crear un tejido fundamental, aquel en el cual participamos como agentes de cambio democráticos en base a nuestras propias experiencias y perspectivas. Respecto al desarrollo de la conferencia, queremos recordarles nuestras reglas de oro, mantener el respeto y la cordialidad en todas nuestras intervenciones. Es esencial para que todos nos sintamos libres de compartir y participar en las mejores condiciones. Cada ponente dispondrá de 20 minutos para exponer sus ideas, seguidos de 30 minutos de discusión abierta entre todos los participantes. Les invitamos cordialmente a participar en la discusión. Las preguntas pueden ser formuladas en el chat, ya sea en español, francés o inglés. Además, tienen la opción de activar los subtítulos traducidos del francés al español. Para culminar esta introducción, les invitamos a seguirnos vía nuestras cuentas Instagram, nuestro canal de YouTube y a compartir nuestros contenidos para que este mensaje pueda llegar a más personas. Esta conferencia estará disponible en YouTube. Si quieren recibir la invitación
a las próximas conferencias por correo electrónico, pueden complementar el formulario cuyo enlace se encuentra en el chat. Antes de proceder a presentar a los ponentes, nos gustaría agradecer a todos los presentes, esperando a su vez que puedan disfrutar de esta conferencia. Gracias. Dernière intervenante, c'est Hélène D'accord, qui est diplômée de l'ESSEC, de l'ENS et de Princeton. Elle est entrepreneure, musicienne et chercheuse. Et après des 5 années à travailler dans les relations internationales, elle a créé l'association Bax Musica en 2024 et elle a sous la direction à plein temps. Hélène, elle est passionnée de la musique, a fondé et dirigé l'orchestre symphonique de l'ESSEC en 2013, créé l'association Les Mous Solidaires dans la crise Covid en 2019 et a publié son premier livre Quand la musique fait l'histoire en 2023. Hélène, elle s'est engagée dans plusieurs projets humanitaires et universitaires lors de la crise migratoire en 2015 en Jordanie et en Allemagne, en travaillant notamment sur les politiques d'intégration des réfugiés en Europe. Merci Hélène d'avoir accepté la participation dans cette conférence et je vous laisse l'espace pour présenter votre présentation. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, comme dit, je m'appelle Hélène et donc j'ai fondé Pax Musica, qui est une ONG qui permet à des musiciennes et des musiciens qui ont trouvé refuge en France de poursuivre leur carrière. Et cela dans le cadre d'un compagnonnage artistique, un mentorat, quelque part avec des musiciens de renom. Alors cette aventure, elle paraît d'un peu loin, puisqu'en fait c'est au croisement de deux passions que j'ai voulu mener ce projet. D'une part, j'étais passionnée de relations internationales et de géopolitique. En effet, ce sont mes études. J'avais travaillé sur ces sujets et j'avais notamment pu creuser aussi ces enjeux à la croisée de la musique dans le cadre des recherches que j'avais faites pour mon premier livre, Quand la musique fait l'histoire. Et c'est un livre dans lequel, en fait, je me demande dans quelle mesure la musique, elle aussi, peut être un outil de soft power, en fait, politique, et dans quelle mesure elle l'a été dans l'histoire, ce depuis le 18e. Il y a notamment 15 chapitres dans ce bouquin, enfin, en gros, qui parlent d'exemples très connus comme Verdi, Wagner, ou d'exemples un petit peu moins connus comme la tournée du New York Philharmonic, un grand orchestre américain en Corée du Nord en 2008, ou encore la place de certains compositeurs dans la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc en fait tout ça a mené à questionner la place que peut avoir la musique dans la société et m'a aussi amené à faire des rencontres en fait, puisque quand on publie un livre, on est souvent amené à en parler d'interviews ou également dans le cadre de salons du livre. Et en fait, dans le cadre de salons du livre dans lesquels je présentais cet ouvrage, j'ai rencontré pas mal de musiciens de tout horizon géographique et culturel, et notamment d'Ukraine, de Gaza, du Venezuela, d'Haïti, de Colombie, de Syrie, de Russie. Et en fait, c'est de là que j'en suis venue à me poser la question, puisque ce livre, notamment, j'avais notamment travaillé sur Rostropovitch, lui-même qui avait été apatride du RSS, et donc qui avait continué sa carrière en France, et il avait été hébergé par un grand mécène qui s'appelle Antoine Riboud, c'est l'ancien PDG de Danone, une grande entreprise. Et donc, en fait, j'en étais venue à me demander comment feraient aujourd'hui les nouveaux Rostropovitch si aujourd'hui ils venaient en France, comment il ferait s'ils ne connaissaient pas une personne comme Antoine Riboud qui permet de les soutenir à la fois financièrement, matériellement, mais aussi de les accompagner dans leur carrière, de les mettre en contact, de leur expliquer comment fonctionne la scène musicale en France. Et en fait, c'est dans ce cadre-là que j'en suis venue à réfléchir à ce projet et donc à m'adresser aux réfugiés, mais aux musiciens réfugiés, en me disant qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est pas seulement d'identifier une personne par son parcours, mais aussi par ce qu'elle est. Une personne est musicien, et quand on est musicien, en général, c'est ce qui nous définit pas mal dans la vie et dans ce qu'on souhaite apporter aussi à la société, la façon dont on voit le lien dans la société et la façon dont on s'exprime aussi dans une société. Et donc c'est comme ça que Pax Musica est né. Et donc aujourd'hui, Pax Musica, c'est donc une ONG qui est née donc l'année dernière. Donc c'est encore très jeune, comme vous le voyez, dont la mission est celle que je vous disais, donc de permettre à des musiciens déracinés de poursuivre leur carrière dans le cadre de ce mentorat. Et ça se matérialise de 3 façons. Enfin, il y a 3 piliers majeurs dans notre action. Il y a un premier pilier qui est révéler, donc révéler des talents. Et donc ça, on a donc lancé le premier appel à candidature là cette année.
il y a eu pas mal de répercussions. Enfin, on a été bien relayé en communication et en presse. Et donc, il y a eu près de 72 candidats de 21 nationalités. Donc, ça a été assez impressionnant à constater puisqu'on se lançait à peine, en fait. Et il y en avait de RDC, du Soudan, du Venezuela, de Colombie, d'Haïti, de Syrie, de Liban, d'Iran, d'Afghanistan, d'Ukraine, de Russie. Vous voyez, donc c'était très divers dans les nationalités et ça a été assez inspirant. Et donc là, on est en plein dans la phase de présélection, d'audition, puisque le but est de permettre à tous ces musiciens, dans la mesure du possible, à un maximum de ces musiciens, d'être accompagnés dans le cadre d'un mentorat. Aujourd'hui, on a un réseau de 20 mentors engagés qui sont OK pour mentorer chacun individuellement un musicien lauréat. Le but, c'est évidemment de faire grandir cette promotion de mentors et de permettre à de plus en plus de musiciens eux-mêmes d'être accompagnés. Et donc, on commence là sur ce pilier. Et les deux autres piliers, en fait, c'est ce qui font aussi l'essence de Pax Musica, puisqu'on n'est pas seulement un projet musical, mais aussi un projet engagé, on peut dire socialement. On est non partisan et non confessionnel, mais on est engagé socialement. Et donc, le but, c'est de permettre aux musiciens qu'on accompagne de témoigner, à la fois par les mots et surtout par la musique. C'est comme ça que s'exprime un musicien, à la fois auprès de jeunes publics, donc ça veut dire des rencontres en milieu scolaire, et à la fois sur le territoire. Donc là, c'était vraiment un enjeu pour nous de ne pas tout faire à Paris. Donc là, on avait le concert de lancement la semaine dernière, on a rassemblé, ça fait vraiment chaud au cœur, on avait fait sold out, on a rassemblé plus de 330 personnes, et donc le but, on va organiser 2-3 autres concerts sur des journées symboliques, en juin et en décembre prochain, dans la journée internationale des réfugiés en juin, et la journée internationale des migrants en décembre. Et ensuite, le but, c'est d'avoir du partenariat, de permettre à nos musiciens d'être programmés dans le cadre de festivals partenaires, dans le cadre de scènes partenaires, dans le cadre de programmation d'excellence. Et c'est vraiment ce vers quoi nous travaillons à Pax Musica. Et donc, l'objectif, in fine, est également, et avant tout, de sortir des grandes métropoles également pour à la fois aller en milieu rural, parce que le but de ce projet, c'est aussi de créer du lien, finalement, par la musique. Alors, cela peut passer au travers de partenariats avec des associations qui font cela, comme Orchestre à l'école, comme Concert de poche, avec qui nous travaillons, mais aussi au travers de festivals partenaires avec lesquels nous allons permettre à des musiciens de Pax Musica et leurs mentors, à chaque fois, de se produire. Donc là, l'an prochain, on aura par exemple la Bourgogne, la Savoie et l'Eure-et-Loire, dans lesquels il y a des personnes qui vont accueillir des musiciens et leurs mentors dans le cadre de résidences musicales pour se produire dans le cadre de concerts et de festivals partenaires. Donc voilà, ça c'est le projet que je vous ai présenté dans l'entièreté. Aujourd'hui, on a donc qu'est-ce qui fait vivre Pax Musica? On a donc une vingtaine de musiciens mentors, aujourd'hui une quarantaine de bénévoles qui sont engagés sur ces différents piliers, et beaucoup évidemment lors de soirées en événementiel, mais aussi dans les piliers de transmettre. Il y a des anciens professeurs ou des professeurs engagés. Dans le pilier révélé, pas mal de personnes qui travaillent dans le milieu de la musique, et dans le pilier rayonné, des personnes qui souhaitent davantage faire un travail de territoire. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est vraiment d'avoir cette variété de profils pour aussi, à l'intérieur du projet, à l'intérieur de Pax Musica, être un espace de dialogue, de ne pas prendre parti, mais de vraiment rester ouvert à tout horizon, à toute personne de tout horizon, à la fois dans les personnes qu'on accueille, les musiciens, mais aussi les personnes qui s'engagent dans Pax Musica. C'est vraiment notre objectif. Et donc voilà, donc là, la petite actualité que je peux vous partager, c'est donc les auditions qu'on a commencées la semaine dernière. Et donc là, on auditionne donc parmi les 72 candidatures, on est en train d'en présélectionner pour en auditionner a priori une quarantaine. Et donc, ça permettra donc de créer ces mentorats que vous pourrez, et ces lauréats notamment, d'identifier, les sélectionner, que vous pourrez rencontrer le 20 juin prochain, donc à l'Institut du monde arabe, dans le cadre du concert de dévoilement lors de la Journée internationale des réfugiés, qui est la veille de la fête de la musique, et peut-être pas une coïncidence. C'est super, Hélène, d'avoir ces infos et questions parce qu'on enregistre cette vidéo, elle va être disponible sur YouTube. Et la question, moi, c'était pas prévu de faire un entretien seulement pour savoir la date limite pour que les gens puissent présenter envoyer sa candidature, elle est déjà passée. Est-ce que les gens, ils ont encore le temps de candidater, et comment faire par exemple un musicien qui ne soit pas en région métropolitaine à Paris, s'il doit passer les auditions, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a les auditions à distance, elles sont prévues, comment, et après, combien ça dure le programme et quelle est la suite? Qu'est-ce que le musicien il attend après la fin du programme?
Ok, bah pour parce que parler de façon très concrète, pour candidater, il faut remplir un formulaire et envoyer un email. Dans le formulaire, on met quelques informations basiques et dans le mail, il faut envoyer plusieurs choses, dont un CV musical et des vidéos d'enregistrement musical notamment, et ainsi qu'une vidéo ou un texte en français ou en anglais de présentation de la personne et qu'elle explique en quoi le projet de Pax Musica fait écho à sa trajectoire personnelle. Donc ça, c'est ce qu'il faut pour candidater. Aujourd'hui, nous avons reçu des candidatures de partout en France. Donc pas du tout que Paris et Île-de-France. Je dirais que c'est à peu près un tiers, deux tiers. Donc il y a à peu près un tiers hors Île-de-France et deux tiers en Île-de-France. On se lance, donc on va mieux accompagner à ce jour. Enfin, en tout cas, la majorité de nos mentors sont en Île-de-France. On en a deux, trois qui sont dans le sud-est et dans le Grand Est. Mais le but, c'est aussi, nous, de permettre à des musiciens qui veulent mentorer d'autres musiciens partout en France de pouvoir nous le signaler. Et on est ouvert, évidemment, à rencontrer de potentiels nouveaux mentors qui souhaitent se engager eux aussi à nos côtés durant un an, qui est la durée du programme à chaque fois. Donc le mentor, quand il s'engage, c'est durant cette année. Et après, pour la question du planning et du calendrier, je suis désolée de vous annoncer que la date est passée. S'il y a des personnes qui veulent candidater pour la promo de l'an prochain, puisqu'on a eu beaucoup de succès, donc on est déjà en train de sélectionner la première promotion de l'an prochain. En revanche, on va faire d'autres auditions, très certainement à l'automne 2025 du coup, et également l'an prochain, enfin du coup en 2026, durant le printemps. Toutefois, il est évidemment possible de nous contacter, par exemple sur notre page Instagram Pax Musica Academy, ou encore en allant sur notre site internet paxmusica.fr pour avoir davantage d'infos, ou tout simplement prendre attache avec nous pour nous demander d'être informés de l'ouverture d'un prochain appel à candidats. Donc ça, c'est complètement possible. Et encore une fois, on n'est pas une agence privée, on n'est pas un conservatoire, on n'est pas un concours international de musique. Donc vraiment, on est un programme d'un an qui permet d'accompagner ces musiciens. Et donc il y aura vraiment une nouvelle promotion chaque année qui permettra de démarrer et d'accompagner donc des nouveaux musiciens, soit qui viennent d'arriver en France en raison d'un déracinement et qui n'ont pas forcément eu le choix, soit qui eux-mêmes étaient déjà en France depuis un an, 2 ans et cherchent à se professionnaliser parce qu'ils étaient déjà musiciens de renom, lancés dans une carrière dans leur pays d'origine, ou parce qu'ils sont arrivés en France au moment où ils franchissaient le pas de la professionnalisation. Super. Alors que bon, nous avons un petit peu de temps et je ne sais pas si dans le public vous avez des questions, mais moi, il y a quelque chose qui me parle un petit peu, c'est vos motivations à vous. Ben, on voit que dans votre parcours, il y a beaucoup des initiatives, des projets et d'innovation dans la partie, dans cette regard social, on va dire, de la musique, mais aussi ses liens avec la politique. Vous avez même fait des études dans des institutions très réputées. Et euh, comment vous vous décrivez ces parcours-là, du point de vue des motivations, et quels étaient les points, si c'était dans votre enfance, à quel moment ça a paru ce déclic pour vous de dire c'est ça que je veux faire, pour quelles raisons ça vous motive? Parce que on les sent, hein, on les sent, c'est ça. Ouais, nous étions avec Lisa la semaine dernière dans les concerts justement d'inauguration du programme, et vous aviez parlé de votre grand-mère à ce moment-là, un petit moment, vous avez évoqué quelques sujets. Est-ce qu'il y a un côté famille? C'est quelque chose surtout sur vous voilà. Je pense qu'on peut un peu plus, petit peu de temps pour parler de ça, si vous en voulez, si bien sûr. Oui, oui, avec plaisir. Donc moi, comme souvent, mais ce qui souligne aussi les inégalités face à la musique en France, c'est une passion qui m'a été transmise de famille. Donc j'ai une grand-mère qui elle-même était harpiste et professeure de musique, et une autre qui a monté une petite école de musique en banlieue parisienne. Et donc ça a toujours été une passion dans ma famille, la musique. Il n'y a pas grand monde qui en a fait à niveau professionnel, tout le monde était plutôt, la plupart des personnes, amateurs. Mais la musique a toujours été centrale dans nos vies, à la fois dans le partage, dans le lien qu'on pouvait apporter dans la famille, mais aussi dans le lien qu'on souhaitait apporter à la société. Donc voilà, j'ai hérité de ça quelque part, et moi-même, donc je suis violoniste et tromboniste. Et donc c'est vraiment pour moi, c'est important d'arriver à partager ces moments. Et d'ailleurs, on en parlait, mais cet après-midi, par exemple, avec l'association Les Muses Solidaires, une autre asso que j'ai
j'ai monté, c'est plutôt qui s'adresse à des musiciens amateurs qui peuvent aller jouer en milieu hospitalier. On va aller jouer du coup cet après-midi par exemple dans un EHPAD. Et c'est en fait ce qui me motive beaucoup dans ce projet, dans ces projets quelque part, c'est la notion de lien et dans quelle mesure la musique permet d'apporter ce lien. Et autant il y a des personnes pour qui c'est en jouant, en s'exprimant, ce qui est aussi le cas pour moi. Mais moi, je pense que ce qui, moi-même, là où ce que je souhaite apporter moi, c'est plutôt dans la construction de projets autour de la musique qui permettent d'apporter ce lien. Et c'est vraiment ça en fait qui m'a motivée à monter à la fois cet orchestre quand j'étais en école, cette association plutôt milieu hospitalier, aujourd'hui les Pax Musica, toujours en considérant que la musique permet de créer du lien dans la société, à la fois en France, mais demain à l'international. Et par exemple, ce que nous souhaitons faire avec Pax Musica, c'est permettre aux musiciens de Pax Musica d'être demain des ambassadeurs de l'exception culturelle française en se produisant dans différents pays et finalement d'incarner à la fois une culture à la française, mais aussi des valeurs qui sont celles qu'on souhaite transmettre finalement à la fois dans notre pays et rayonner à l'international. C'est vraiment ça qui me tient à cœur. Et voilà, dans mon projet personnel, c'est ça qui m'a pas mal motivé. Le lien avec mon parcours académique, on peut le faire également, mais en fait, je considère plutôt qu'un parcours académique, c'est des fondations qui permettent ensuite de construire quelque chose. Donc aujourd'hui, oui, ça m'aide beaucoup. Par exemple, j'ai fait une école de commerce, donc je sais gérer un budget, trouver des financements, voilà, développer un projet. Mais évidemment, c'est à chaque fois une aventure collective, donc on a besoin d'être entouré. Et c'est ça ce parcours académique, c'est ça peut-être qui a un peu plus éveillé mon intérêt sur des sujets comme les relations internationales, les politiques internationales, et ce qui m'a permis aussi de m'intéresser davantage à ces sujets. Par exemple, quand j'étais à l'ENS, j'étais au département de géographie et on avait un travail de recherche sur les politiques d'insertion des personnes déplacées dans le cadre de la crise migratoire. C'était en 2015. Et nous étions partis faire un séjour de recherche qui a débouché sur des articles académiques en Allemagne. Puisqu'en fait, ce qui est assez intéressant en Allemagne, c'est la place du tissu associatif qui était bien plus reconnu et valorisé qu'en France à l'époque sur ces sujets. Et aujourd'hui, les choses ont un petit peu bougé, mais pas suffisamment. Et j'avais pu également m'engager moi-même dans le cadre de missions associatives en Jordanie, dans ce cadre-là, pour dire plus humanitaire pour le coup. Et en fait, c'est toujours ces volets-là qui m'ont certes été apportés par mon parcours académique, mais qui permettent surtout, je pense, d'éveiller pas dire la curiosité parce que ça fait un peu superficiel, mais du moins un intérêt particulièrement poussé, une sensibilité, voilà, c'est plutôt ça le mot, à des sujets, à des personnes, à des situations, et à se demander qu'est-ce qu'on peut faire nous, voilà, à notre échelle, d'inciter. Merci beaucoup Hélène pour votre intervention. Et après, si vous avez des questions pour Hélène, sachez qu'elle doit nous quitter à 12h15. Vous pouvez lui dresser les questions dans la conversation et vous pouvez la taguer avec l'arrobas Hélène pour qu'elle sache que voilà, elle a une question et pourra vous répondre dans le chat. Donc, merci à nouveau et on passe à l'intervention de Luisa. Et pour Luisa, on va partager son écran. Tac, 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 tac. Écoutez. Si vous connaissez des musiciens qui sont intéressés à se candidater au programme l'année prochaine, sachez que Pax Musica, il est là pour vous accompagner et pour les accompagner. Et je dois présenter seulement pour dire, parce que c'est à moi de présenter Luisa, mais la présentation de Luisa, c'est justement pour raconter son histoire, pour nous parler de son histoire. Donc, je ne veux pas tomber dans la redondance, je laisse Luisa justement de nous dire quel est son parcours. Donc, Luisa, normalmente debo presentarte, pero dado que tu presentación es sobre tu historia, te dejo a ti misma decirnos cuál es tu trayectoria. Muchas gracias, Luisa. Ya comparto tu pantalla. Hola, buenos Adelante. días a todos. Les saludo. Hoy les hablaré desde mi testimonio y les compartiré cómo he sido parte activa de la comunidad venezolana radicada en Francia. Yo nací en Caracas, la capital de Venezuela, y desde mi infancia estuvo llena de momentos compartidos con la familia, los vecinos y, por supuesto,
la música que siempre nos acompañaba. A los 8 años empecé a tocar el cuatro. Es un instrumento de cuerdas típico de Venezuela, de manera autodidacta. Ese fue el inicio de mi camino en la música. Más adelante me llevó a estudiar formalmente en el conservatorio, donde me especialicé en el violonchelo y en el piano complementario. También tuve la oportunidad de participar en varios coros, donde descubrí un repertorio increíblemente variado. Cantábamos madrigales italianos, música medieval y, por supuesto, piezas tradicionales de Venezuela, de América Latina y de diferentes partes del mundo. Estas experiencias enriquecieron mi perspectiva musical y dejaron una huella importante en mi vida. Más adelante, comencé a tocar el violonchelo, formando parte de las orquestas estudiantiles y del sistema de orquestas juveniles de Venezuela. Entre ensayos y conciertos, conocí a mi esposo, el luthier Luis Edgardo Blanco, que también es trompetista. Nuestra pasión por la música nos unió y juntos formamos una hermosa familia con la llegada de nuestros 3 hijos. Fue cuando mis hijos comenzaron la escuela, decidí involucrarme más activamente en su entorno educativo. Colaboré con sus maestras tocando violonchelo y paso a paso surgió la idea de formar un coro comunitario. Este coro llegó a integrar maestras, empleados de escuela, representantes de los alumnos, convirtiéndose en un espacio lleno de aprendizaje y creatividad. Además, impartí talleres para las maestras, donde exploramos cómo la música podía convertirse en una herramienta educativa en el aula. Fue así como comenzó mi camino como profesora de música y directora de coros. Es una etapa llena de satisfacciones y grandes desafíos y me siento muy satisfecha con eso. Sin embargo, no todo fue fácil. A raíz de la grave crisis económica y la ola de violencia que afectaban mi país, mi esposo tuvo que cerrar el taller de lutería y a los pocos meses recibió una oferta de empleo en Dakota del Norte, Estados Unidos. Aunque comenzamos a planear nuestro futuro en ese país, cuando él regresó para renovar su visa, las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos se rompieron. La embajada estadounidense cerró en Caracas y con ello nuestro sueño de emigrar se desvaneció. Fue un golpe muy duro para nuestra familia, pero a pesar de todas las adversidades, volvimos a emprender en Venezuela y creamos Luthier Centro Musical, una empresa dedicada a la lutería, a la enseñanza musical y a la venta de instrumentos. Fue una labor llena de satisfacción que mantuvimos durante 12 años en la zona de los Altos Mirandinos, Estado Miranda, en Venezuela. Ahí organizamos presentaciones musicales con nuestros alumnos, formamos una big band de jazz con músicos locales e impulsamos encuentros entre bandas de rock y pop, donde participaron tanto estudiantes, jóvenes talentos de la región y profesores. Hoy miramos atrás con orgullo por todo el trabajo que realizamos y los frutos que dio. Algunos de nuestros alumnos surgieron sus carreras y ahora son músicos profesionales, productores e incluso ingenieros de sonido. Eso nos llena de alegría saber que esos años dejaron una huella en sus vidas y en la comunidad musical. Sin embargo, en 2014 la situación en Venezuela se volvió insostenible. Una nueva crisis económica se sumó a una ola de represión por parte del régimen. Bandas armadas, junto con los cuerpos de seguridad del Estado, atacaban las marchas y protestas que surgían en oposición a las medidas inconstitucionales que se imponían. Reinaba la impunidad y los derechos civiles y humanos eran violados sistemáticamente. En medio de esta difícil situación, una empresa ofreció un puesto de trabajo a mi esposo en Francia. Aunque esto significaba una separación obligada y difícil para nuestra familia, aceptamos la oportunidad
como una manera de sobrevivir y de encontrar una salida del país. Es en 2017 que logro salir de Venezuela junto con nuestro hijo menor rumbo a Francia. Meses después, nuestro otro hijo pudo reunirse con nosotros y finalmente solo faltaba nuestra hija mayor, quien llegó unos meses más tarde. Fue un alivio enorme haber logrado la reagrupación de nuestra familia. Por fin volvimos a tener un hogar, un lugar seguro, protegido y en un país que nos acogió con los brazos abiertos. Con el transcurso del tiempo comenzamos a integrarnos a la comunidad de venezolanos que habían llegado antes que nosotros, personas que habían construido sus vidas en Francia. Participamos activamente en manifestaciones y encuentros ciudadanos, comprometidos, alzando nuestras voces para denunciar y visibilizar la dura realidad que se vive, que se vivía y sigue viviéndose en Venezuela. Esa conexión con la comunidad nos permitió sentirnos acompañados en nuestra lucha y fortaleció nuestra esperanza. En ese proceso comencé a tocar el cuatro durante las manifestaciones, usando la música como una forma de expresión y unión. Más adelante empecé a animar los eventos organizados por las asociaciones franco-venezolanas con mis canciones. En estas actividades quiero destacar las colectas de medicamentos que se enviaban a Venezuela, organizadas por la Asociación Venezuela Te Necesita, la preparación de los cantos junto al coro latinoamericano para las misas organizadas por la Asociación Amar y Servir, a Nuestra Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela. También participé en las misas de batas blancas organizadas por la Asociación Médicos Unidos de Venezuela. A través de todas estas iniciativas, logramos integrarnos de lleno en la comunidad, participando activamente en los eventos y contribuyendo desde nuestras capacidades y talentos. Actualmente todos los sábados continuamos con el rezo del Rosario por Venezuela y Latinoamérica, manteniendo viva nuestra fe y esperanza. Además, soy miembro del Atelier de Artistas en Exilio, donde estudio el idioma francés enfocado en el arte. Este espacio acoge artistas exiliados, permitiéndoles continuar con sus proyectos artísticos en Francia. Gracias al atelier, he tenido la oportunidad de realizar presentaciones musicales en eventos como el Festival de Voces del Exilio, un concierto titulado La música en la encrucijada de las guerras, y el Festival Drapeau Blanc, dedicado a los países de origen de los artistas. Mi objetivo siempre ha sido mostrar y proyectar mi trabajo musical, difundiendo la riqueza de la música tradicional de mi país. Como ciudadana venezolana, también he participado activamente en la organización de las elecciones primarias en octubre de 2023 y en las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio de 2024. De esta forma, contribuyendo desde mi lugar a fortalecer la democracia y la esperanza de nuestra gente. Como ustedes saben, estoy junto a mis compañeras Miliángela y Andreina trabajando en la producción de estas conferencias. A continuación, escucharemos El vuelo de los gansos, narrada en la voz de Mariana Silva. Quand les voix volent en formation en V, elles s'entraident grâce à leur vol, ce qui leur permet d'atteindre une vitesse supérieure à celle qu'elles auraient en volant, seules ou séparées. Le leader guide le groupe tout en bénéficiant du soutien de celles qui se trouvent derrière lui. Cela reflète parfaitement le travail en équipe. Lorsque le leader du groupe se fatigue, une autre voix prend sa place pour continuer le vol, montrant ainsi
que dans une équipe, chacun, à travers ses talents et ses compétences, peut être un leader et assumer la responsabilité de poursuivre le travail. De plus, les oies émettent des cris pour encourager leurs congénères à continuer de voler. De la même manière, lorsque nous nous sentons accablés, une parole d'encouragement peut nous motiver à persévérer. Si une oie quitte la formation, deux autres l'accompagnent jusqu'à ce qu'elle se rétablisse et retourne ensemble en formation. Le soutien de l'équipe nous pousse à continuer d'avancer. Quand les voix volent en formation, Ese es el mensaje del trabajo en equipo que llevan adelante las asociaciones en Francia. Un verdadero ejemplo de unión y solidaridad, donde se recibe y apoya y acompaña a todos los que llegan al país, permitiéndoles continuar con sus vidas y retomar aquello que no pudieron seguir haciendo en sus países. Como artista he tenido el privilegio de ser aceptada como miembro del Atelier de Artistas en Exilio, el espacio donde he podido presentar mis proyectos musicales en festivales y encuentros organizados dentro de su programación. Ha sido una experiencia profundamente enriquecedora que me ha permitido compartir mi arte y conectar con diferentes públicos. Las asociaciones franco-venezolanas también desempeñan un papel esencial en la promoción de nuestras costumbres y tradiciones. Entre sus actividades destacan las misas anuales en honor a nuestra patrona, la Virgen de Coromoto. Además, se organizan proyecciones de películas, conciertos de música venezolana, presentaciones de artistas y escritores venezolanos, así como conferencias y foros que abordan la actualidad política de Venezuela, Francia y el mundo. Menciono algunas de estas asociaciones: Diálogo por Venezuela, Venezuela te necesita, Creativel, Somos Venezuela en Francia y Mujeres Unidas por la Libertad y la Paz. Estoy orgullosa de ser parte activa de la comunidad venezolana en Francia y de contribuir desde mis talentos y habilidades a su fortalecimiento. Para concluir, quiero compartir con ustedes una producción reciente en la cual tuve el honor de participar como directora musical. La canción El Cambio Somos Todos. Esta obra, compuesta por Damelis Rojas y cantada por Caroa, Carolina González, ambas venezolanas radicadas en Francia, lleva un mensaje de unión y esperanza. Confío en que sus palabras y su melodía llegarán al corazón de cada uno de ustedes. Y bueno, con esta participación me despido hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias por estar presentes. En las calles, en los campos se escucha una voz que se hace sin miedo. Es el pueblo que lucha y no duda por un futuro que empieza de nuevo, con la fe en el corazón y la esperanza como bandera. Sabemos que juntos lograremos la libertad que el alma espera. Todo lo que creemos lo creamos, y el bien siempre vence al mal. Con fuerza divina todos unidos, Venezuela va a despertar. Gracias, Luisa, por tu presentación. Gracias por todo el esfuerzo que has hecho en compilar en 40 líneas, 40 años de trayectoria ciudadana y musical.
Donc, je dis merci, Luisa, pour l'avoir synthétisé dans 40 lignes, ce qui représente 40 années, justement, de parcours musical et citoyen. Et je suis très contente de t'avoir aujourd'hui parce que Luisa, elle est vraiment très active dans tout qui est la partie activité associative à Paris, très engagée. Donc, merci de nous avoir concédé un peu de ton temps pour partager avec nous notre histoire, ton histoire. ¿Es que vous avez des questions? Hay unas preguntas acá en la discusión. Hola, me parece interesante. Me parece interesante. Hélène, c'est pour Luisa la question, donc le commentaire? Hélène, d'accord. Ah non, Hélène, d'accord, c'est una persona que ha hecho la pregunta a Hélène. Hélène. Oui, oui, Hola, me parece, sí, siento. La question, c'est pour, le commentaire, c'est pour Luisa. Il y a une question sur le chat. Je ne sais pas c'est qui. Ah, sí, hay una pregunta, il y a une question elle est en espagnol, écrite en espagnol, mais je pense que c'est pour vous. Et c'est une question qui a posé Miguel, justement. Dit, bonjour, et ça me paraît très intéressant ce que vous faites. C'est vrai que la musique, elle peut avoir un message politique. J'aime beaucoup l'idée que que la musique, elle puisse avoir aussi un caractère géopolitique. Je comprends que vous avez bien étudié ces sujets. Est-ce que vous pensez que la musique peut être, d'une certaine manière, un mécanisme de pouvoir? Quel type de pouvoir? Si c'est pouvoir souple, si je fais bien la traduction, j'assume que c'est un pouvoir souple. Est-ce que vous savez s'il y a des théories à cet égard? Non, je ne sais pas s'il y a des théories à cet égard, mais je pense qu'il faut regarder du côté, enfin si, je sais qu'il y en a, mais du côté plutôt de l'art-thérapie. Pour le coup, tout ce qui va être le lien avec les biais cognitifs et les sciences cognitives, c'est des sujets que j'ai peu creusés jusqu'à présent. Donc merci pour votre question déjà. Voilà un début de réponse. Et la seule chose que je peux répondre d'un petit peu construit, c'est nanana, ou le mécanisme des poder. En fait, c'est moi ce qui m'a beaucoup intéressé dans ces exemples comme par exemple dans le livre que j'ai écrit, Quand la musique fait l'histoire, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'en fait le pouvoir de la musique réside dans l'éphémère. C'est vraiment ça que j'ai toujours trouvé fascinant, dans un instant, dans l'éphémère, et c'est pas un lieu ou quelque chose de concret, de matériel qui peut être apporté par la musique, mais c'est vraiment dans un instant partagé qui fait vivre une émotion commune à des centaines, des milliers, des dizaines de personnes. Et c'est ça qui donne cette forme de transcendance, parfois une envie d'action, parfois une sensibilité particulière, soit au beau, soit à un sujet qui est exposé. Et c'est toujours ça qui m'a fasciné, moi, dans ce pouvoir de la musique par sur les personnes. C'est vraiment dans l'éphémère, dans l'instant partagé. Et d'ailleurs, il y a un poème de Rilke, qui est un grand poète allemand, qui compare la musique à un souffle des statues, silence des images. C'est assez beau. Enfin, c'est une image un peu de ce type, je pense, qui peut illustrer le pouvoir de la musique. Et juste pour le compléter, c'est toujours ça que j'ai trouvé fascinant, c'est la force de mobilisation que pouvait avoir la musique qui, par elle-même, est immatérielle, abstraite, invisible. Donc on pourrait en douter. Il n'en demeure pas moins que quand on regarde dans l'histoire des exemples, dans des régimes particulièrement soit répressifs, soit moins respectueux de l'état de droit, eh bien la musique, la culture, l'art, et notamment la musique, et en premier lieu la musique dans certains cas historiques, comme durant le Troisième Reich, comme en Afghanistan, comme dans différents pays, la musique est la première à être soit contrainte, soit bannie, soit restreinte en fait. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est de se demander pourquoi la musique est une des premières formes d'expression des hommes qui peut être
soit censurées, soit contraintes. Et pour ouvrir cette discussion, je n'ai pas de réponse en une phrase comme ça à apporter, mais plutôt des éléments de réflexion historique ou géopolitique. On peut aussi se référer à Platon qui disait déjà, lui, à son époque, si tu veux contrôler un peuple, commence par contrôler sa musique. Eh bien, je pense que ça s'est parfaitement illustré dans différents exemples que je citais. Et je pense, pour faire un parallèle avec différentes situations, que en fait, le fait de restreindre les forces, la priorisation qui peut s'exprimer de manière budgétaire dans la culture et notamment la musique, ne permet pas forcément d'apporter même pas du tout, des solutions à ce qu'on souhaite relayer comme message dans la société. Et comme conclusion, je pourrais ouvrir avec un mot qui est assez connu dans la Seconde Guerre mondiale, Winston Churchill, qui était donc le Premier ministre du Royaume-Uni. Donc il y avait des efforts budgétaires énormes et conséquents qui étaient réalisés pour permettre à la Grande-Bretagne de faire l'effort de guerre qui lui était demandé face du coup au Troisième Reich. Et bien ses conseillers lui demandaient notamment de faire des coupes dans la culture, dans les budgets de la culture. Et je trouve que la réponse de Winston Churchill à cette proposition est transparente et compréhensible. C'est mais alors pourquoi nous battons-nous? Et je trouve que cette réponse suffit. En fait, ça incarne très bien que même dans un conflit total qui était celui de la Seconde Guerre mondiale, la culture, en fait, peut soit être considérée comme une arme à part entière, mais je préfère la considérer comme une forme de résistance, voire de résilience dans une société qui, si on l'abandonne, finalement détruit une forme de lien qui préexistait et qui pouvait perdurer entre les individus, et lien qui est d'autant plus nécessaire dans certains contextes où des tensions géopolitiques, politiques ou sociales ou d'autres types peuvent s'exprimer dans la société. Bon, désolé, c'est en français, mais yo creo que la música tiene un poder y entonces eso es la argumentación. Merci Hélène. Yo no sé si Miguel il a aussi activé les sous-titres. Miguel, si no sé si activaste los subtítulos. Autrement, on passe la traduction en différé à lui. Mais yo pense il a compris. Miguel, y creo que sí entendiste, ¿verdad? La parte. Tienes los subtítulos activados. Tienes el micrófono apagado. Sí, todo claro, me parece interesantísimo, porque uno pudiera hacer lo mismo de la literatura también, ¿no? Digo, estas dinámicas de poder se juegan en la música, en la literatura, en la cultura en general. Me parece súper interesante. Sí, merci. Gracias. Bueno, y ahora pasamos muchas gracias por estas intervenciones súper interesantes. Y ahora pasamos a la intervención de Laure. Merci Laure pour avoir accepté Parion d'être avec nous. Donc, como une petite biographie de Laure, elle fait partie, Laure, elle a 22 ans, qu'on dit ça. Elle est étudiante en classe préparatoire du Conservatoire de rayonnement régional de Boulogne-Billancourt en violon. Elle est aussi violoniste au sein de l'orchestre du Nouveau Monde à Paris et aussi membre de l'équipe administrative et de l'organisation de l'orchestre. Alors, l'orchestre de laquelle elle va nous parler ce matin, c'est un orchestre engagé pour la justice sociale et climatique. Et elle est composée de jeunes musiciens et musiciennes de Paris et d'ailleurs. Merci Laure pour être ici et je vous donne la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup de l'invitation, je suis super contente. Du coup, je vais parler un peu au nom de toutes les personnes du collectif. Donc déjà, pour faire un peu la présentation de l'Orchestre du Nouveau Monde, donc on est un orchestre composé de jeunes musiciens et musiciennes allant de 17 ans à 25-26 ans. On est tous soit amateurs, soit en voie de professionnalisation, soit il y a des gens qui sont déjà professionnels. Et en fait, à la base, ça s'est créé autour d'un groupe d'amis qui ont décidé de faire de la musique et de partager cette musique pour un socle de valeurs communs et pour défendre des idées. Et
Donc cet asso, c'est un peu un lieu de rencontre pour toutes les musiciennes et tous les musiciens de Paris et d'ailleurs. Après, malheureusement, on est basé beaucoup à Paris et on n'a pas encore de subventions, donc on essaye de bouger un peu en dehors de Paris, mais ça reste assez difficile. Mais du coup, on essaye d'être un lieu de rencontre pour toutes ces musiciennes et ces musiciens qui souhaitent s'engager au travers de la musique. Voilà, parce que au fond, nous, on pense que la musique a cette particularité, comme vous le disiez avant, de faire appel à l'émotion, de faire appel au sensible et elle a un réel impact sur un discours. Un discours porté par une intervention musicale enfin, toute intervention artistique, je trouve, facilite beaucoup la compréhension du discours et sa diffusion. Donc c'est pour ça que nous, la musique, on utilise surtout dans ce contexte actuel où on voit l'extrême droite qui arrive un peu aux portes du pouvoir partout. C'est assez angoissant et du coup, remettre un peu de beauté avec la musique, un peu de joie. Voilà. Nous, donc au sein de l'asso, on est donc une trentaine à peu près dans l'équipe d'organisation de l'asso. C'est ouvert à toute personne, à tout musicien et même à des non-musiciens. Donc tout le monde peut rejoindre, on nous envoie un mail, voilà, j'aimerais aider pour faire de la communication. Donc c'est vraiment un lieu d'apprentissage aussi. Parce qu'en fait, nous, moi, quand je suis arrivée à l'orchestre, je savais uniquement faire du violon. Par contre, j'ai appris à faire du recrutement, j'ai appris à faire de la com un petit peu, j'ai appris à monter des actions de désobéissance civile, pardon. J'ai appris plein de choses et donc voilà. On a aussi un mot d'ordre assez fort, c'est nous, la musique classique, comme elle est présentée maintenant dans les institutions, dans les conservatoires, elle nous plaît pas trop parce qu'elle est elle est très réservée à une certaine catégorie de gens. Et alors là, on est basé à Paris, donc forcément, on s'adresse aussi beaucoup à des jeunes Parisiens et Parisiennes. Mais on aimerait pouvoir évoluer et pouvoir aller aussi ailleurs. On essaye d'aller faire des concerts ailleurs, de rencontrer. On est allé en Bourgogne l'année dernière pour faire un concert. Voilà. Et donc, nous, ce qu'on souhaite vraiment, c'est pouvoir démocratiser cette musique classique qui est quand même très ancrée dans un mouvement de pensée quand même qu'on trouve très conservateur. Et donc, on a envie d'un peu dépioter un petit peu ce cadre-là et d'ouvrir en fait la musique classique et sa sensibilité et sa beauté à des personnes qui ne connaissent pas en fait tout simplement la musique classique ou qui la connaissent uniquement par cet angle de vue des personnes très bien habillées qui vont voir un concert de musique classique. Voilà. Et donc, nous, on essaye de la démocratiser. On l'emmène dans la rue, on l'emmène en manifestation, on l'emmène à l'école. On a un projet pédagogique autour d'un conte musical qui est en création. Et pardon. Et donc voilà. Et on essaye aussi par exemple, notre page Instagram, d'avoir une médiatisation autour de la musique classique un peu plus importante. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Tac. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour que j'avais à dire au sujet de l'orchestre. J'espère que c'était clair.
Oui, merci. Je sais que j'ai contacté l'orchestre et justement, ils m'ont parlé de vous, de votre engagement. Ça fait toujours plaisir de voir des jeunes engagés parce qu'on se dit, bah, la participation, la partie collective, l'avenir, elle est assurée, on se dit. Et là, donc, on parle d'une génération peut-être différente, technologique. Qui va en vitesse énorme. De point de vue personnel, quelles sont vos motivations de participer à ce type de projet? Qu'est-ce que vous trouvez de point de vue, oui, qu'est-ce que ça vous donne de plus? Et pourquoi pas rester peut-être à la maison ou dans la partie seulement conservatoire et se dédier seulement à faire des prestations? Et quel message pourrez-vous passer aussi aux jeunes? Merci. Euh, eh ben, moi, j'ai rejoint l'orchestre par un ami. Au début, je ne connaissais pas très bien le principe de cet orchestre. Donc, je suis arrivée un peu juste avec mon violon. Voilà, j'ai rencontré des gens super. Et j'ai aussi rencontré cette manière de penser faire de la musique classique. Et moi, enfin, en étant étudiante au conservatoire, j'ai passé, donc là, ça fait 15 ans, 16 ans que je fais du violon, que je travaille mon violon dans dans une petite salle de travail pendant plusieurs heures par jour. Et c'est vrai qu'on se retrouve à la fin de notre parcours d'études. Bon, moi, je suis encore au CRR, mais on se retrouve quand même assez déconnecté de ce qui se passe. Moi, j'avais le sentiment de effectivement faire de la musique, mais je ne savais pas trop pour qui je voulais la faire et pourquoi je voulais la faire, au-delà de mon point de vue très personnel, parce que j'aime la musique et j'aime la faire. Mais on s'adresse à un public quand on est musicien, quand on est artiste. Et donc voilà, d'avoir une autre manière de penser ce public, une autre manière de penser le de comment faire la musique et pourquoi la faire. J'ai trouvé ça hyper intéressant et j'ai rencontré aussi plein de personnes super. C'est aussi vraiment l'énorme avantage de cette asso, c'est que ça regroupe tellement de musiciens. Moi, je suis pas parisienne de base et quand je suis arrivée dans l'asso, j'ai rencontré, tous mes proches qui sont à l'heure actuelle, mes amis sur Paris et qui sont musiciens. Il y a, des gens qui sont ingénieurs, il y a des gens qui sont profs, il y a des gens qui sont, voilà, étudiants, étudiantes, voilà. Merci. Et est-ce que vous avez un message à passer aux jeunes, et pour les gens qui pensent que bah, la partie engagement, c'est pas pour tout le monde, il y a des autres qui vont le faire, c'est mieux de rester dans son coin, peut-être pour l'appeler. Est-ce qu'il y a un petit message qui pourrait peut-être les motiver à, à, à- à être dans l'action? Oui, bah, je pense que, peut-être qu'on voit, l'engagement comme quelque chose de très difficile d'accès, alors qu'au final, on a plein d'assauts autour de nous. Bon, après, là, moi, j'ai la chance d'être à Paris et donc d'avoir une multitude d'associations qui sont autour de moi, chose qu'il y a forcément un peu moins. Par exemple, moi, je viens de Cherbourg, en Normandie. Il y a des assos, il y en a beaucoup moins, et beaucoup moins dynamiques, avec moins de jeunes. Mais s'il y a un message à passer, c'est que on a tous quelque chose, une corde à notre arc. Nous, c'est la musique. Ça sera peut-être, enfin, il y a l'art, il y a la manière de parler. Enfin, en fait, chaque idée est bonne à défendre et nous, on essaye de la faire passer avec notre canal à nous, qui est la musique. Mais en fait, s'engager, c'est plus faire partie d'un collectif, à mon avis, et de partager des idées et de vouloir les défendre et de réfléchir à comment les défendre. Donc c'est surtout rencontrer des gens. C'est
Pour moi, c'est un peu ça, ma définition de l'engagement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laure, pour vos réponses, pour l'intervention et pour avoir représenté l'orchestre ici, du Nouveau Monde. Est-ce que dans le public, vous avez des questions à poser pour Hélène, pour Louisa, pour Laure? C'est le moment. Alors, une question pour Louisa. Je vois qu'il y a Clara qui est en train d'écrire et Miguel qui vont intervenir aussi. Et attendons une minute. Une question pour Louisa. Je sais que pas question pour le moment dans le chat. Et Louisa. Donc, une question pour la pregunta. Sé que la misma pregunta casi que para Laura. ¿Por qué no quedarse en la casa, por ejemplo? ¿Por qué? ¿Qué te motiva? ¿Qué te motiva a estar activa, a participar en asociaciones, a no dejar de lado ese compromiso con Venezuela también, país de origen, y seguir transmitiendo esa esperanza, ¿verdad? En cada acción diaria que tú ejecutas? ¿Cuál es la motivación mayor? ¿Qué mensaje le pasas igualmente a los contemporáneos, a tus contemporáneos, de decir, bueno, hay que activarse, no todo está perdido, todos estamos aquí, es importante mantener ese vínculo? Bueno, yo creo que la primera motivación es como mantenerse unidos. Está demostrado en estos últimos años que hemos estado buscando la forma de unirnos, de estar en encuentro. Eso nos motiva a unos y a otros de seguir sobre todo en construcción, porque hemos dejado muchos de nosotros lo que habíamos hecho por tantos años, pero no rendirnos, sino continuar construyendo, apoyando, informando, y una palabra muy bonita que parece fuerte, pero es resistir a todas esas dificultades, como lo dice Ellen, resistir y seguir y buscar formas de encuentros, de eventos, de poder seguir en eso, en construcción. Es lo que me motiva. Muchas gracias, Luisa. Il y a une question question commentaire pour Hélène de la part de Clara, et je sais qu'il reste 2 minutes pour Hélène, donc je vais lire rapidement. Bonjour Hélène, merci pour nous présenter votre association Pax Musica et votre engagement. Votre initiative nécessaire pour renforcer les liens entre les nations, surtout celles en mal de démocratie. J'ai une question quant au soutien financier des artistes bénéficiant du mentorat et si l'objectif est aussi de rendre autonomes ces artistes exilés en France. Merci pour votre question. L'objectif n'est pas de les rendre autonomes, mais de leur permettre d'être autonomes. C'est-à-dire que l'objectif de Pax Musica est de permettre à ces musiciens de faciliter leur insertion professionnelle et donc de leur permettre de connaître les codes du fonctionnement du milieu musical français, d'avoir des contacts, de savoir comment ça fonctionne, d'avoir des occasions de programmation, soit dans le cadre de programmation Pax Musica ou dans le cadre de programmation partenaire. No hay traducción. Estoy, ¿cómo dire, désolé. No hay traducción, pero se podría hacer una, si quieres. Et entonces, c'est plutôt ça vise à l'insertion professionnelle des musiciens accompagnés par Pax Musica. Et donc, c'est vraiment orienté vers cet axe. Et donc, on s'oriente principalement vers des musiciens qui étaient déjà professionnels dans leur pays d'origine ou qui étaient en passe de l'être, c'est-à-dire en voie de professionnalisation, en fin d'études ou en finalisation d'un cycle supérieur selon les pays. Et donc, d'un point de vue, on parlait de
ou soutien financier. Donc en fait, le soutien financier que peut apporter Pax Musica, à ce jour, c'est davantage un soutien vers des occasions de programmation qui seront rémunérées puisque ce sont des musiciens professionnels. Et donc l'enjeu, c'est d'arriver à leur permettre de rentrer dans le réseau, d'être appelés ensuite et de pouvoir jouer dans le cadre de programmation Pax Musica ou partenaire. Voilà. Et peut-être Super. demain avec l'Orchestre du Nouveau Monde, on verra. Ouais, personne ne toi. Elle avait Voilà, en tout cas, vraiment, je vous remercie beaucoup pour l'invitation, d'avoir permis de présenter Pax Musica avec grand plaisir. Et n'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez par Andreina ou sur notre site paxmusica.fr ou Instagram Pax Musica Academy. Ouais. Voilà, merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, Hélène. Et à très bientôt. Et bonne prestation. Merci. Dale paz, merci. Tenías una pregunta, Miguel. Yo creo que fue respondida, ¿cierto? No te escucho y yo me imagino que sí. Y luego hay una pregunta de parte de Elvia. Elvia que levanta la mano. Elvia, adelante. Hola, estoy en la calle, no sé si me escuchan Hola, bien. sí, te escuchamos bien. Bueno, perfecto. Más que una pregunta, va a ser un comentario de encouragement à cette voie d'action qui peut représenter la musique. La musique est en effet, comme disait Hélène, un instrument de construction de paix. Ça dépend comment on l'utilise, bien évidemment, puisque c'est un langage qui transmet des sentiments. Ce n'est pas un secret que pendant la guerre, il y a des marches. Que pendant l'église, il y a des chants tristes pendant les célébrations religieuses. La paix a aussi son langage dans la musique. Et je trouve que dans les conditions actuelles du monde et de notre pays, le Venezuela, et ainsi que d'autres, en toute Amérique, cette initiative de fortifier la musique comme un instrument de paix, comme un instrument de construction de l'humanité, est très important. Je vous encourage, je célèbre cette initiative et cette participation que vous permettez en petit comité, mais qu'espérons puisse grandir, parce qu'il faut rêver, n'est-ce pas? Donc voilà, tout commence par une petite graine et ça peut finir par un roc énorme. Et je vous félicite, vraiment. Merci beaucoup, Elvia. On t'embrasse. Saludos, Merci abrazos. à toi, merci beaucoup. Merci. Bueno, dicho esto, yo creo que damos por culminado, a menos que ustedes quieran hacer un comentario, si quieren saludar por el chat, si quieren dar las gracias, saludar a los intervenientes, pues todo esto queda registrado, así que están a tiempo de hacerlo. Sí, Yo tengo una pregunta para Lord. sí. Si ellos tienen una programación durante el año, si hay una programación, ¿cómo se puede ver la programación de conciertos, de eventos? Ok. Donc, ce qu'elle a compris, et que comment accéder à la programmation de l'orchestre, ça, c'est une question de Luisa Pourlo. Ouais. Nous, on a donc on donne des concerts là à la fête de à l'occasion de la fête de la musique le 21 à notre lieu de résidence qui est l'Académie du Climat à Paris dans le 4e arrondissement. Et on a sinon vous pouvez suivre aussi l'orchestre sur Instagram. Orchestre-du-bas nouveau-monde. Je peux le mettre dans le chat. Et voilà, on donne... là, on a 3 concerts de prévus. Donc, un à la Fête de la musique à Paris. On donne un autre concert à Creil. Et on va donner un concert... le 6 septembre en Normandie, dans un festival qui s'appelle le Festival du Moulin de l'Hydre, qui est un festival de théâtre. Voilà. Et sinon, avant, on a donc fait une création qui s'appelle Fracas et on l'a donnée 3 fois à l'Académie du Climat, donc là où on est en résidence,
et à l'UNESCO. On a eu la chance d'être invité à l'UNESCO. Gracias. Super, merci. Bon, j'ai dit merci à tous pour votre présence. Je dis que maintenant, c'est à nous d'agir. La prochaine rendez-vous, c'est le samedi 10 mai à 11h aussi. Nous n'avons pas encore toute la liste des intervenantes, mais il y aura Natalia Brandrer qui a aussi une association. Il va nous parler, elle donne des ateliers justement pour montrer aux gens comment se former par rapport à l'engagement. Donc, on vous informera dans les prochains jours qui seront les autres intervenantes. C'est une chose est sûre, c'est que la démocratie est la vision de chacun de nous. L'idée, c'est d'agir ensemble pour faire bouger les choses. Je vous souhaite en tout cas une bonne journée, bon après-midi, un bon week-end. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez faire partie de la liste de diffusion et recevoir toutes les informations de connexion. Merci à tous, à toutes et à tous.